Merci Anne, merci aussi aux membres donc de ce séminaire et puis en particulier à Patricia Lemarchand de m'avoir invité à échanger avec vous. Comme Anne m'a présenté, je suis en effet enseignante-chercheur en philosophie, épistémologie à l'UFR de médecine et puis rattachée au Centre François Viette pour mes recherches. Alors évidemment, mon discours, il sera peut-être un peu en décalage par rapport à ce que vous avez l'habitude d'entendre, parce que je vise ici à vous présenter en fait finalement une réflexion sur les techniques, sur la pensée des techniques à partir du concept de biotechnologie. Et il s'agit en fait de présenter pourquoi ce concept en particulier, il me semble fécond. Comment il est reçu aussi du point de vue de la philosophie et puis ce qu'il vient bousculer en quelque sorte pour reprendre les termes du philosophe des sciences Dominique Lecourt. Alors, puisque c'est un concept sur lequel je m'interroge toujours, qui n'est pas évident en fait à approcher d'un point de vue épistémologique, je vais être particulièrement ravie d'avoir vos retours en tant que spécialiste du sujet, parce que en tant que chercheur, vous participez aussi à créer, à concevoir, à utiliser ces biotechnologies, si diverses qu'elles soient. Donc, je vais m'appuyer, je le disais, sur les travaux de Dominique Lecourt, en particulier dans son ouvrage Humain post-humain, qui est paru en 2011, d'où en fait je tire mon titre de cette intervention. Et avant d'y venir, par contre, voilà, dans un premier temps, je vais vous proposer tout d'abord quelques considérations conceptuelles sur les différentes un peu définitions, les différentes approches qu'on peut avoir des biotechnologies. Ce sont sûrement peut-être des points que vous connaissez bien ou que vous avez eu l'occasion d'approcher durant vos cursus. Ensuite, j'en viendrai donc à ces travaux de Lecourt, à ce qu'il dit, et en fait à cette explication d'un malaise, dit-il, relatif aux technologies. Et enfin, je vais terminer sur l'idée de panique morale qui peut être appliquée, à mon sens, à ces discours, notamment médiatiques, relatifs aux biotechnologies. Je vais préciser d'emblée que je ne vais pas pouvoir rentrer dans une histoire très précise des développements biotechnologiques, puisque je ne suis pas historienne et je ne suis pas biologiste non plus. L'idée, c'est vraiment plutôt de resituer les principales définitions qu'on rencontre à son propos et puis voir les principales tensions que ça soulève d'un point de vue philosophique et dans un contexte français. Alors, si le terme, tout d'abord, de biotechnologie apparaît en 1917, a priori, simultanément en Amérique et en Hongrie, en remplacement de celui de zymotechnie, qui désignait donc la technique des fermentations. 1917, nous dit Claude Debreu, un philosophe des sciences, pleine période également de prohibition, où le préfixe bio, du coup, vient remplacer celui de zymo, qui renvoyait, selon Debreu, de trop à des connotations à l'alcool. Et donc, son contenu par rapport à cette première apparition du concept est aujourd'hui évidemment particulièrement pluriel et c'est largement enrichi. On va l'utiliser au singulier pour désigner plutôt un domaine scientifique et des méthodes associées, mais plus couramment, on va parler de biotechnologie au pluriel. Et on désigne alors là une pluralité d'objets, de processus et de techniques qui vont ouvrir un champ de possibilités d'action finalement très vaste. Comme nous l'indique ici une biochimiste de formation, Jennifer Kuzma, qui est aujourd'hui professeure de sciences sociales en Caroline du Nord, dans la littérature en fait relative aux biotechnologies, d'un point de vue des sciences humaines et sociales, il y aurait en fait deux manières de les aborder, deux manières, si vous voulez, d'entrer dans le sujet, dans ce concept. La première manière serait celle de rappeler ses origines, à savoir, je viens de le dire, celle des procédés de fermentation, qui posent en fait les prémices de l'utilisation d'organismes pour fabriquer un produit ou exécuter un processus. Et la seconde manière, ce serait celle d'aborder cette fois les biotechnologies en se focalisant surtout sur le XXe siècle, où donc émergent des techniques qui vont permettre aux chercheurs de manipuler avec précision, de transférer des gènes d'un organisme à un autre. Et cette période, celle du XXe, à partir du XXe, est aussi celle donc d'une expansion évidemment des discours à propos des biotechnologies,
qui vont venir toucher à la redéfinition et des frontières du vivant. Donc, ce qui est intéressant, voilà, là, avec Kouzma, c'est de voir comment, selon les auteurs, en fait, qu'ils soient d'ailleurs des scientifiques ou des auteurs de sciences humaines et sociales, comment ces auteurs entrent dans le sujet et est-ce qu'ils vont regarder une histoire plus longue ou finalement une histoire plus récente. Donc, déjà, rien qu'à partir de là, on peut partir sur un constat de définition plurielle des biotechnologies qui rend parfois, je le disais, qui peut rendre difficile leur approche. Alors, pour aborder la première manière en fait, d'entrer dans le concept des biotechnologies, il y a en effet beaucoup d'auteurs qui insistent sur cette importance de rappeler cette première manière de les aborder comme issus des procédés de fermentation. Là, je cite par exemple, c'est un biochimiste, Pierre Douzou, et ses collègues qui indiquent que des millénaires durant, et en fait jusqu'à la fin du 19e, les biotechnologies ont été purement empiriques en dépit de la maîtrise acquise dans leur mise en application. C'est à Louis Pasteur, dit-il, que l'on doit la transformation radicale des biotechnologies d'art en sciences appliquées, de pratiques artisanales en pratiques industrielles. Et donc, il va rappeler un petit peu là tous les procédés le processus en fait, de boissons fermentées, notamment la bière, mais aussi des aliments tels que le pain au levain, le fromage, le beurre, etc. Alors, Douzou et ses collègues développent le fait que, en effet, Pasteur démontre que la fermentation est un processus qui relève du vivant et non de la chimie pure. Et en fait, comme le montrent ces auteurs, c'est là une découverte majeure en termes de connaissances relatives au processus de fermentation qui, en fait, de plus, devraient avoir, disent-ils, des conséquences inestimables dans le traitement des affections microbiennes et dans le traitement des denrées contaminées par ces mêmes germes. Alors, il y a aussi dans le dictionnaire de la pensée médicale, dirigé d'ailleurs par Claude Debrue, dont on parlait tout à l'heure, dans son entrée biotechnologie, réinsiste également sur cette origine, en présentant lui aussi Pasteur comme pionnier des biotechnologies. Alors en France, je vous ai parlé tout à l'heure du terme de biotechnologie qui apparaît en fait en 1917, mais en français, le terme français de biotechnologie n'apparaît qu'en 1978. Et cela dans un rapport en fait sur les sciences de la vie et société qui avait été commandé par Valéry Giscard d'Estaing au biologiste François Gros, au biologiste et médecin François Jacob et au médecin-chercheur Pierre Royer. Et en fait, Debrue, dans cette entrée du dictionnaire de la pensée médicale relative aux biotechnologies, explicite ou donne quelques raisons non exhaustives finalement à cette attente. Ce fait qu'en France, le terme apparaît bien plus tard qu'ailleurs. En fait, il dit par exemple, il donne une première raison, selon lui, ça pourrait être lié au fait que l'agriculture française soit restée longtemps très traditionnelle. Il y a une deuxième raison où il indique que la biologie française, sous son versant agricole notamment, se soit longtemps contentée de vivre sur l'héritage incomparable de Pasteur, ainsi que sur les pratiques d'hybridation. Une troisième raison qui l'amène encore, ce serait le fait que la génétique soit longtemps restée une parente pauvre de l'enseignement et de la recherche en France. Alors néanmoins, même si ce terme, ce concept de biotechnologie en France n'apparaît finalement que tardivement, il y a tout de même des traces, nous indique Debrue, dès le 19e, du terme dérivé de biotechnie, mais qui désigne alors l'hygiène. Alors, il n'en reste pas moins que l'extension de l'application de ce terme, disons de la biochimie en fait, à la médecine, se déroule principalement dans la période d'entre-deux-guerres. Nous le développe particulièrement. Et dans cette période d'entre-deux-guerres, ce qui est intéressant, c'est que la connotation des biotechnologies est au départ tout à fait autre qu'elle peut l'être actuellement et tout à fait autre que ce qu'on reçoit actuellement. Il y a l'idée d'un développement en fait, social et environnemental, il y a l'idée d'une réponse verte, il y a l'idée d'une technologie verte,
face en fait à l'industrie de masse. Donc, une idée sociale, socio-environnementale d'un tel développement. Or, toujours pour suivre Debru, la révolution verte, l'augmentation spectaculaire des rendements agricoles par la création d'hybrides, en particulier blé et maïs, rendait moins urgente la solution des problèmes alimentaires par les biotechnologies. Alors, à partir de là, ce constat en fait, nous conduit du coup à la seconde manière d'aborder ces biotechnologies, les auteurs ou certaines lectures qui se focalisent uniquement sur les débuts des manipulations et des expérimentations génétiques au XXe, avec une expansion des discours à leur propos, surtout à partir de la seconde moitié du XXe, et en particulier, encore évidemment, le début des années 70, avec la possibilité de l'ADN recombinant, qui éloigne, à partir de là, des conceptions initiales de technologie verte. Et voire même, en fait, Debru nous indique, voire même au-delà, enfin bien loin, en fait, de cette idée de la technologie verte. Au contraire, la biotechnologie devient en fait, il y a une conception en fait qui arrive des biotechnos comme des technologies opposées à la nature, ainsi que des technologies de riches, imposées aux pauvres, susceptibles de les appauvrir encore, ce sont les termes de Debru. En 1971, comme il l'indique, il y a plus de 500 tentatives d'expérimentation comprenant l'insertion d'ADN étranger dans des cellules de mammifères qui étaient recensées. Alors, sans prolonger en fait davantage tellement cette entrée historique, en quelque sorte, ce qu'on remarque ici, avant tout d'un point de vue épistémologique, c'est surtout une extension des possibles à partir des années 70, notamment en génétique, ouvrant l'accès à de nouveaux niveaux de connaissances et de savoir qui sont conditionnés forcément par le développement de nouvelles techniques et technologies, en particulier dans le champ de la biologie. En 2005, alors souvent, quand on fait des recherches un petit peu sur, notamment un peu des recherches plutôt grand public, sur comment on peut définir la biotechnologie ou comment on entre dans son champ, c'est cette définition qu'on trouve de manière la plus commune, c'est celle de 2005, donnée par l'OCDE, définissant les biotechnologies comme, ou la biotechnologie d'ailleurs ici, comme l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants, de même qu'à ses composantes, produits, modélisation, pour modifier des matériaux vivants ou non vivants aux fins de la production de connaissances, de biens et de services. Alors ici, en fait, l'OCDE propose une définition volontairement large qui vise à permettre un enrichissement, qui vise aussi à s'étendre au fil du temps. C'est une liste, ils font une liste, disent-ils, non exhaustive des techniques de biotechnologie. Donc, c'est une définition large, à certains égards assez vague, mais totalement assumée, justement dans l'idée de pouvoir être complétée et d'être précisée au fil du temps. Donc, ce qu'on entend par technologie vise à s'étendre, mais l'ordre, entre guillemets, biotechnologique, ou sa logique, on va dire plutôt, correspond ici avant tout à une méthode scientifique visant à obtenir un résultat grâce à une production de connaissances à partir du vivant. Ce qu'on voit apparaître ici aussi, c'est que c'est l'expansion de ces différents types de biotechnologie, leur diversification, je le disais au tout début, qui conduit à s'interroger sur leurs différentes fonctions, leurs différentes places, leur rôle dans nos vies, et peut-être de manière encore plus prégnante en médecine à partir du moment où cette discipline investit nos corps. Et dans ce cadre, pour faciliter le propos, pour tenter de faciliter le propos, et mieux situer ce dont on parle quand on parle de biotechnologie, il y a eu quelques tentatives de regrouper les biotechnologies sous des domaines d'action pour y voir plus clair. Alors, il y a par exemple, deux exemples, le philosophe Blanchard Makanga qui propose de regrouper les biotechnologies sous trois principaux domaines d'action: la santé, l'agroalimentaire ou l'environnement. Mais avant lui, il y avait également Debru, dans cette entrée du dictionnaire dont je vous parlais,
qui, lui, formulait 3 autres domaines, l'industrie, l'agronomie et le médical. Alors, ça se rejoint, mais on en parle, c'est pas tout à fait la même chose. Et par contre, de manière a priori plus récente, en tout cas de manière très pédagogique, j'ai trouvé sur le site des enseignants de biochimie et de génie biologique de Rouen le schéma suivant, qui éclaire grandement, en tout cas à mon sens, par choix de ses couleurs, cette question des principaux domaines d'action actuels des biotechnologies. À voir après avec vous, je serais curieuse d'avoir aussi vos retours par rapport à ça, puisque moi n'étant pas du domaine des biotechnologies, ça m'intéressera de voir aussi, vous, peut-être comment on vous les enseigne ou comment on vous les présente. Voilà, comment vous percevez ces domaines d'action-là? Est-ce que c'est clair ou non? Alors, en fait, certes, la mise en lumière finalement de différents domaines d'action de ces biotechnologies permet de faciliter, en fait, quelque part une certaine classification ou plutôt une certaine catégorisation des biotechnologies, visant à les resituer dans des contextes et donc préciser de quoi on parle. Mais il n'en reste pas moins qu'il faille rester attentif évidemment à la distinction de tous ces domaines qui, d'une part, parfois se trouvent mêlés et d'autre part, ces domaines, ils ont aussi des caractéristiques évidemment propres, des modes d'organisation propres. Et donc, il paraît important, en fait, épistémologiquement du moins, de ne pas mettre de côté ces caractéristiques propres, ces modes d'organisation. Et c'est ce que laisse entrevoir, à mon sens du moins, ce schéma de l'équipe de Rouen. Alors, tout cela et tout ce contexte rend aujourd'hui, évidemment, l'évocation du terme de biotechnologie complexe, mêle des objets, des contextes, des méthodes, des processus et des techniques très, très variés, qui contiennent pour chacune leur lot de questions, finalement. Mais dans tout ce lot de questions, il y en a une en particulier qui a été mise en lumière par beaucoup d'auteurs en philosophie. C'est la question des valeurs et des définitions qu'on attribue à la vie humaine. Donc, c'est ce qui me permet d'en venir à Dominique Lecourt. Alors, voici en fait les toutes premières phrases de son ouvrage Humain post-humain qui permet en fait de situer directement le propos. Il dit donc « Il doit donc y avoir mal donne. L'humanité vient de faire en quelques années plusieurs pas décisifs sur la voie de la maîtrise technique du vivant. Ces succès ne sont pourtant pas unanimement célébrés, comme autant de progrès illustrant l'intelligence et l'ingéniosité de l'être humain. Bien que les efforts des chercheurs se concentrent sur le meilleur parti à tirer de leurs résultats pour le mieux-être général, on n'entend guère que discours d'épouvante et alertes solennelles. Un tel en vient à s'interroger sur le caractère inhumain de la science. En fait, il cite ici Henri Atlan en 2002 dans son ouvrage « La science est-elle inhumaine ?» Pour tel autre, la difficulté serait même pour les hommes de lui survivre. Et là, il cite Jean-Jacques Salomon en 2000 dans un ouvrage qui est intitulé « Survivre à la science, une certaine idée du futur ». Après avoir été idolâtrée pendant des décennies, la science se voit maintenant dénoncée comme détentrice d'un pouvoir maléfique. Et voici qu'on fait de tous côtés l'éloge de la peur comme de la seule voie vers la sagesse face à des désastres annoncés comme inévitables. L'argument des arguments peut aisément se formuler ainsi, ce que l'expansion des biotechnologies nous promet pour demain n'a rien d'humain. Alors, on reviendra dans le dernier temps de ce propos qui fera office de conclusion sur cette idée de peur ou de panique, comme l'indique le cours plus loin. Mais à ce stade, et face à ce contexte posé, quelles sont finalement les raisons du malaise? Et c'est en fait l'objectif de ce livre, Humain post-humain, c'est de répondre aux raisons du malaise dans lequel, dit-il, nous met les biotechnologies, le développement dit biotechnologique. En fait, la première partie de son ouvrage vise à se situer, à décrire, à décortiquer un petit peu toutes des perspectives dites biocatastrophistes,
Donc, évidemment, le cours, il ne se situe pas du tout dans ce courant, on va dire. Il est loin également des perspectives inverses qu'on peut appeler de manière courante les technoprophètes, qu'il décortique également, ces positions qu'il décortique dans la deuxième partie de son ouvrage. Et plutôt, en fait, il vise l'analyse des discours, tout simplement. Enfin, tout simplement, ce n'est pas si simple, mais il fait toute une analyse des discours visant, en fait, in fine, à resituer ce qui pose véritablement problème, le malentendu de fond, en quelque sorte, qui persiste dans ce débat ou autour de ce concept. Donc, en effet, il y aurait un malaise, selon le cours, dit-il, dans lequel nous mettent les avancées technologiques, en fait, et particulièrement biotechnologiques en médecine. Et ce malaise tiendrait à deux notions, selon lui, qu'on n'a pas su, pas pu ou pas voulu renouveler. Et donc, la question là, c'est de savoir quel est donc le problème avec ces deux notions, donc ce sont celles de technique et de nature humaine. Quelles certitudes sont-elles venues bousculer quelles certitudes les biotechnologies sont-elles venues bousculer, ou autrement dit, pourquoi et comment les biotechnologies en particulier peuvent venir renouveler ces concepts, ou peuvent permettre d'impulser un renouvellement nécessaire de ces concepts. Alors, sur la technique tout d'abord, et poursuivre évidemment les travaux de Lecours, en fait, il rappelle que majoritairement, la technique, elle est conçue sur le mode de l'ustensilité et donc de l'extériorité par rapport à l'être humain. Et donc, penser sur ce mode, en fait, penser la technique finalement sur ce mode fait qu'on oublie, on met de côté l'idée que les techniques sont avant tout de l'humain. Et ce faisant, on ne peut pas véritablement les comprendre. Le cours, en fait, ici, il partage des positions d'un philosophe des techniques français, Gilbert Simondon. C'est l'un des plus importants, sinon le plus important penseur des techniques en France. Et je vous ai indiqué ici, je vous ai choisi une citation de Simondon, il y en aurait bien d'autres, mais celle-là est assez éclairante, où il indique « Loin d'être le surveillant d'une troupe d'esclaves, l'homme est l'organisateur permanent d'une société des objets techniques qui ont besoin de lui, comme les musiciens ont besoin du chef d'orchestre. » Donc, en fait, c'est de rappeler ici, d'insister constamment sur le fait qu'il y a bel et bien toujours des humains derrière ces techniques et leur processus de connaissance associé. Donc, concevoir la technique, les techniques et puis les technologies comme des éléments extérieurs à l'humain tient encore aujourd'hui en fait du langage courant. On le voit, on l'entend et on le lit ou on le voit régulièrement, notamment dans les médias. Portent en fait et posent un certain nombre de problèmes relatifs à leur compréhension et à la perception de leur rôle, de leur place et de leur mode d'action dans les sociétés humaines. Ce qu'on entend par technique, rapidement, et pour le dire très simplement, en gros, c'est cet ensemble d'artefacts, qu'ils soient matériels d'ailleurs ou immatériels. Je reprends là la définition de Goffy, qui me paraît assez claire. C'est un philosophe aussi, Jean-Yves Goffy. L'artefact, c'est un anglicisme, je l'ai dit, et quand on parle de technique, on parle de cet ensemble d'artefacts qui sont donc à la fois des objets en fait, qu'on étudie, mais aussi des procédés, des moyens, des savoir-faire. Donc, par conséquent, quand on parle de technique, on parle à la fois d'un moyen, d'un instrument, mais aussi potentiellement d'une finalité. Et montrer ça, c'est montrer à quel point ces techniques sont intrinsèquement liées à nos milieux de vie et à nos modes de vie. Donc, penser la technique comme extérieure ou les techniques comme extérieures à l'humain, réduite à leur dimension utilitaire, c'est mécomprendre en fait finalement ce que c'est qu'une technique, ce que sont les techniques et les technologies produites par des humains, construites par des humains, dépendantes des humains qui les ont fabriquées et conçues. La technologie, elle a été définie, c'est encore discuté et discutable, mais elle a été souvent définie comme science des techniques, hein, pour le dire vite, comme addition de la science et des techniques. Mais je ne vais pas m'étendre plus ici. Alors, on partage en fait ce constat de Lecours qui est de dire que majoritairement la technique se retrouve d'une part principalement abordée
à partir de son extériorité. Or, en fait, en médecine, en particulier, l'intrication entre des techniques, des technologies et des humains a une histoire très longue qu'on peut faire remonter, entre autres, à minima à Descartes. Je n'ai pas le temps d'une telle analyse, mais je l'ai menée dans le cadre de travaux ultérieurs. Et cette histoire longue, elle permet de souligner en fait le fait que l'intrication humain et technique est bien loin d'être un fait nouveau. Les travaux aussi de Simondon l'ont particulièrement montré. L'autre problème relatif à la conception des techniques et à notre appréhension de ce que c'est qu'une ou des techniques, c'est le fait qu'elles apparaissent souvent également comme simple support de la science, entre guillemets, hein, mais c'est comme simple entre guillemets, mais elle apparaît, on le voit apparaître aussi souvent dans ces termes, support de la science. En cela, en fait, elle devient à la fois effectivement condition de possibilité de la science, mais en même temps, elle en dépend. Or, en fait, cette vision de la technique est aussi faussée puisqu'elle met à l'écart toute une partie de travaux d'anthropologues des techniques, d'ethnologues, de paléontologues, comme, pour citer les plus connus, Marcel Mauss, André Lecroix-Gourhan, Bruno Latour, qui ont commencé par étudier les techniques, la technique en elle-même. Et comme l'indique Lecours dans une conférence d'ailleurs antérieure à son ouvrage Humain post-humain, une conférence de 2003, intitulée d'ailleurs Les biotechnologies repoussent-elles les limites de l'humain, il montre bien qu'on pourrait même garder que la première partie de la science a attendu la science pour exister. Il développe que les ethnologues donc, montrent qu'il existe des formes préhumaines de la technique chez certains animaux, sans aucune mesure avec celle de l'homme, que les anthropologues, les paléontologues ont bien montré comment un milieu humain se caractérise d'abord comme un milieu particulier d'objets techniques. Alors, de plus, et dans le même temps, ce questionnement qui vise à réinsister sur l'intrinsèque relation de la technique, puis plus tard des technologies avec la vie humaine, conduit nécessairement à s'interroger sur nos modes d'agir, d'être, d'évoluer au sein du monde technique que nous avons construit. Et bien qu'avec ces propos sur la technique, on a presque déjà tout dit, finalement, du malaise, ou du moins on a presque déjà tout sous-entendu, on peut passer au second concept, celui de nature humaine, qui pose lui aussi un certain nombre de problèmes et qui pourtant est encore cher aux yeux de certains philosophes notamment. Alors la nature humaine, au même titre que la technique, c'est aussi un concept qui n'a pas été renouvelé par les philosophes en particulier, ce qui pose un certain nombre de soucis également. Toujours dans cette conférence de 2003, Lecours rappelle que ce concept de nature humaine, il est hérité des théologiens chrétiens qui l'utilisaient pour distinguer les hommes des autres créatures en établissant le lien entre lui et son origine à leurs yeux surnaturelle. Dans ce contexte, en fait, peu étonnant finalement que ce concept de nature humaine égare en fait la pensée, dit Lecours, en y provoquant l'épouvante face à la science. Alors, pour Lecours, ce qu'il conviendrait, c'est d'inventer, entre guillemets, une nouvelle conception ou une nouvelle pratique de la vie humaine en supprimant cette idée de nature qui n'a pas tellement lieu d'être et en réinsistant sur la notion d'individu et en la repensant en particulier à partir de la catégorie d'individuation qui vient de Simondon. Pour le dire vite, le principe d'individuation, c'est l'idée de penser l'individu comme en acte et non en soi. Donc, penser l'individu, autrement dit encore, ce serait d'avoir une conception de l'individu à partir de ce qu'il fait ou à partir de ce qu'il peut faire pour penser ce qu'il est, mais jamais l'inverse, et surtout pas l'inverse. Et ça, c'est pas sans conséquence non plus sur une pensée de l'individu en médecine, parce que penser l'individu comme un être dynamique, en puissance, en acte, non figé, non donné, toujours construit, ça nous rappelle aussi l'héritage et l'impératif de Georges Canguilhem, pour celles et ceux qui le connaissent ou du moins en ont déjà entendu parler, indiquant de penser ces normes de vie comme individuelles avant tout. Et cela revient aussi, ça nous permet de rappeler aussi que l'expression de nature humaine et son contenu sont surtout des constructions. Et insister sur
sur cette idée de construction de l'expression de nature humaine. Et voilà sur quoi insiste le cours ici. Les sciences du vivant nous montrent aujourd'hui qu'il n'existe pas, qu'il n'a jamais existé dans l'être humain un noyau biologique intangible qu'on puisse baptiser nature pour l'ériger en référence absolue, donc intangible, des systèmes normatifs qui structurent nos sociétés par le droit et la politique. La question apparaît d'autant plus grave que cette notion n'est point restée un concept abstrait de la philosophie politique en Occident. Elle a été inculquée aux citoyens comme une évidence de leur vécu, associée à un système d'autres notions, comme celle de la personne, de l'individu, ainsi qu'à une représentation de l'appareil cognitif et psychologique de l'être humain. Alors là, il y aurait, comme sur la technique, il y aurait aussi d'un point de vue philosophique, il y a beaucoup de travaux qui s'attachent à décortiquer cette notion d'individu, de personne, de nature humaine. Il y a énormément de choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en fait, de la même manière que pour la technique, c'est ici de rappeler comment il y a finalement une mécompréhension de ces concepts et des concepts qui ne sont pas renouvelés, et ce qui pose problème finalement pour penser des avancées d'ordre technologique en médecine ou d'ailleurs ailleurs. Et cette construction, en fait, est porteuse de sens pour certains. La nature humaine a encore du sens pour certains, notamment certains philosophes, parce qu'elle permet de promouvoir en fait, et de faire perdurer une vision particulièrement essentialisante de l'existence humaine. Et partant de là, on devine clairement les conséquences de confusion, de mécompréhension, d'extériorisation des objets techniques, principalement en médecine, où on voit souvent des discours indiquant que la nature humaine, même si ce concept est bien loin d'être clair, prévaudrait sur les techniques. Et donc là, selon le cours, en fait, abolir cette croyance en une nature humaine permet de resituer une pensée des techniques et des technologies comme des phénomènes qui agissent au cœur de l'existence, et de la médecine visant depuis toujours à accompagner ces existences. C'est alors finalement de réalité de la technique dont nous parle le cours, et se rapprocher d'une réalité de la technique revient à étudier précisément l'objet, le phénomène, ou tout simplement la technique dont il est question, son rôle, sa place au sein de nos existences et de nos sociétés. Et cela signifie par exemple aussi que étudier par exemple la technique de l'ADN recombinant en tant que telle, c'est-à-dire à partir de son fonctionnement, de ses processus, ses usages, ses conséquences, ça n'induit pas du tout les mêmes questionnements ni les mêmes réflexions qu'une étude sur la technique de fécondation in vitro, pour prendre un tout autre exemple. Donc, ça ramène aussi l'idée et l'importance ici plutôt méthodologique de dire que chaque biotechnologie, voire chacune de ses applications, contient son lot de particularités, et ça, on peut le faire véritablement qu'à partir d'une pensée des techniques en partant de là, en partant de cette réalité de la technique. Alors, on en revient, oui, pour terminer sur ce point, à cette visée, cette visée de repenser nécessairement l'intrication des techniques et des humains, qui est un fait non nouveau. Alors, la nouveauté, elle réside peut-être d'abord dans ces nouvelles compréhensions et appréhensions de l'être humain, adossées à la création, à l'invention, au perfectionnement continu d'outils et d'appui technique et technologique. Par conséquent, en fait, l'expansion, la diversification notamment des biotechnos semble poser surtout la question de nos systèmes de valeurs accordés à nos conceptions plurielles et construites de l'être humain. Et d'ailleurs, De Bru, à ce propos, dans cette entrée sur la biotechnologie dans le dictionnaire de la pensée médicale, on vient en fait à dire que selon lui, les biotechnos en sont venus finalement à reposer à leur façon une question kantienne, à savoir qu'est-ce que l'homme. Et voilà, pour finir sur ce dernier point lié du coup à la remise en question de ces notions non renouvelées de technique et de nature humaine,
Le cours indique également dans sa conférence de 2003 que je citais plus tôt que ces nouveaux possibles en fait, permis par le développement des biotechnologies conduisent plutôt à une liberté nouvelle qui, dit-il, n'annonce pas nécessairement un destin de servitude, comme on se plaît à le dire ici et là, dit-il, en jouant de références insistantes à la science-fiction, mais plutôt pour peu que nous soyons vigilants et que nous nous en donnions les moyens, ces développements pourront surtout s'exercer au bénéfice de tous en intensifiant la vie. Ce sont ces mots. Alors après avoir partagé donc ces positions de le cours qui finalement permettent de dégonfler une forme de bulle que pourrait représenter ce malaise, ces peurs, ces tensions relatives aux biotechnologies, on posera la dernière question suivante en guise de conclusion. Les biotechnologies, un phénomène de panique morale? Point d'interrogation. Alors, ADN recombinant, clonage, OGM, thérapie génique, greffe, fécondation in vitro, etc. Autant d'exemples de pratiques biotechnologiques dont les discours en fait pourraient être décortiqués évidemment distinctement. Je le disais, afin d'en étudier les différentes conceptions, processus, usages, discours, et aussi afin d'en étudier, d'en tirer toutes les différentes conceptions des techniques associées ou de la nature humaine associée. Alors, on aurait pu procéder ainsi, par exemple, pour cette conférence, en choisir une, la décortiquer, mettre en lumière les débats qui la traversent et les positions relatives aux techniques ou aux humains associés. J'ai procédé ainsi dans mes travaux ultérieurs, mais j'ai travaillé sur la pratique de stimulation cérébrale profonde, donc on n'est pas tout à fait sur le même point, sur le même plan. Mais faire cela, c'est un travail long qui demande beaucoup de temps et donc évidemment dont nous n'avons pas véritablement la place ici. Donc plutôt, vous l'avez compris, j'espère, les biotechnologies sont pour moi plutôt ici un prétexte pour parler de nos perceptions des techniques en rapport à l'humain et en particulier peut-être dans le domaine médical, mais pas que. Un prétexte, mais qui est aussi un cadre en fait particulièrement riche, à mon sens, de sens d'ailleurs et de sources qui permettent de mettre en lumière une forme de panique morale qui devient coutume quand on parle de technologie, particulièrement en France, ce qui n'est pas véritablement le cas hors du sol français. Le cours, rappelez-vous, je le disais au tout début, parlait de peur relative au développement biotechnologique. Il emploie aussi plus loin dans son ouvrage la question de la panique. Et en fait, on peut renvoyer ça au phénomène de panique morale, une expression qu'on attribue principalement au philosophe et éthicien Ruben Augien, son ouvrage dédié qui s'appelle ainsi, La panique morale. Or, en fait, initialement, la panique morale, c'est une expression qui est importée de celle de morale panique, qui a été utilisée par le sociologue nord-américain Stanley Cohen en 1972. Et je vais terminer sur ces mots de Cohen qui peuvent, à mon sens, entrer aisément en fait, en résonance avec l'ambiance des discours relatifs aux biotechnologies, mais pas que, puisque je crois qu'il y aurait beaucoup d'autres phénomènes scientifiques ou médico-scientifiques à relire sous cette loupe de la panique morale, une expression qui renvoie finalement à tout un phénomène social. Donc voilà ce que nous dit un sociologue, Chaumont. De temps en temps, il arrive que les sociétés soient en proie à des épisodes de panique morale. Une condition, un incident, une personne, un groupe de personnes sont brusquement définis comme une menace pour la société. Ses valeurs et ses intérêts. Ils sont décrits de façon stylisée, stéréotypée par les médias, des rédacteurs en chef, des évêques, des politiciens. D'autres personnes bien pensantes montent au créneau pour défendre les valeurs morales. Des experts reconnus émettent un diagnostic, proposent des solutions. Les autorités développent de nouvelles mesures ou plus fréquemment se rabattent sur des mesures existantes. Ensuite, la vague se résorbe et disparaît ou au contraire prend de l'ampleur. Alors, je termine sur ces mots et puis en vous posant aussi une question, à savoir où en sont à vos yeux, finalement, à vous, les biotechnologies, dans une vague qui se résorbe ou dans une nouvelle qui prend ou peut-être une nouvelle ampleur. Je vais vous laisser sur cette question en vous la posant à vous, des acteurs, principaux acteurs concernés par ces biotechnologies, puisque participant à les créer, à les concevoir, et puis en cela, alors donner du sens. Voilà, je vous remercie.